C'est un monde très sombre qu'on se met à découvrir lorsqu'on s'intéresse à l'affaire du tueur d'enfants du comté de Oakland. Depuis plus de 40 ans, 4 familles du comté de Oakland se demandent qui a enlevé et tué leur enfant. J'ai passé le stade de la colère. Je vis dans le noir et j'attends. C'est le genre de choses qu'on n'oublie jamais. Ça nous a hantés pendant toute notre vie d'adulte. Ça a tué ma mère. Il ne se passe pas une journée où je ne me couche pas en pensant « Seigneur, pourquoi vous ne m'avez pas prise à la place ?» Un policier refuse d'abandonner. Tous les jours, on déploie beaucoup d'efforts. Et ça continue. On va résoudre cette affaire. Un détective amateur croit qu'elle est déjà élucidée. À mon avis, la police sait qui a commis ces meurtres, mais ne le dira pas. Et une famille croit savoir qui est le coupable. Il y a de fortes probabilités qu'il ait ramassé les enfants et les ait livrés au réseau de pédophiles. Dans ce dernier épisode d'Hiver cruel, est-ce que la science et un bon vieil arbre généalogique pourront percer le mystère? Ils devraient réanalyser tous les échantillons d'autopsie. Si on découvre à qui appartient ce poil, on tiendra le coupable. Scientists at the State Police Crime Lab in Lansing have finally finished gathering genetic material from evidence in the Oakland County child killer case. We're excited about what we have found. En 2007, des poils humains trouvés sur des lames de microscope mal identifiées offrent une nouvelle piste aux enquêteurs dans l'affaire du tueur d'enfants du comté de Oakland. Sergeant Gray says more work needs to be done to determine if the new information will lead to an arrest, but this is a significant step. 2 ans plus tard, en mars 2009, cette preuve révèle enfin ses secrets. Le poil mal identifié a été prélevé dans la voiture de l'un des premiers suspects du meurtre de Mark Stebbins. Il s'agit d'un mécanicien, conducteur de dépanneuse et pédophile condamné, Art Sloan. Ce poil correspond aux 3 poils trouvés sur la première et la 4e victime. On était emballés. On attendait une preuve matérielle et maintenant elle nous dirigeait dans la bonne direction. Il fallait enquêter sur Art Sloan. Au moment de la disparition de Mark en 1976, Art Sloan venait d'être libéré de prison. Art Sloan avait été reconnu coupable d'agression sur des enfants. Il habitait une petite roulotte installée au milieu d'une usine abandonnée. C'est là qu'il amadouait puis agressait les enfants. Il a été interrogé en tant que suspect dans cette affaire, presque immédiatement après la découverte du corps de Mark Stebbins. Ils ont prélevé toutes sortes d'échantillons dans son véhicule. Ils avaient donc des échantillons de fibres. Qui aurait cru que des années plus tard, ils serviraient à fournir une piste importante dans cette affaire? Sloan worked as a volunteer firefighter in Pennsylvania, and it is known that the fire department gave out badges to its volunteer firefighters, and it's always been a theory in this case that either the killer or somebody working with the killer had some sort of symbol of authority in order to get children to go with him. Après 15 ans à couvrir l'affaire du tueur d'enfants du comté de Oakland, la journaliste d'enquête Heather Catallo connaît bien les similarités entre Art Sloan et le profil du meurtrier. Il avait plusieurs véhicules. Il pouvait facilement transporter des gens. Il avait une roulotte. Tout le monde avançait des hypothèses à savoir où quelqu'un pouvait bien détenir un enfant pendant plusieurs jours sans que personne ne sache. Art Sloan commençait à ressembler à un très bon suspect. David Robertson, un enquêteur de la police d'État du Michigan à la retraite, a du sang de policier dans les veines. Son père dirigeait le premier groupe d'intervention dans les années 70. Je me souviens que j'étais au secondaire. Mon père est arrivé à la maison avec un sac rempli d'informations reçues du public. Il nous a dit « Regardez ça. Si vous trouvez une information sur laquelle on devrait enquêter, dites-le moi. » On examinait donc des indices dès l'école secondaire. En 2010, le jeune étudiant est devenu le chef adjoint du groupe d'intervention qui enquête sur Art Sloan. Voici l'ADN mitochondrial qui a permis de relier les 2 garçons à la voiture. L'ADN mitochondrial est utilisé pour vérifier le lien maternel. Il est transmis uniquement par la mère. Ainsi,
Le poil pourrait appartenir à plusieurs personnes issues de la même lignée maternelle. On a donc une chance sur 2000 de se tromper de personne. L'ADN nucléaire offre quant à lui un profil complet de la séquence génétique d'un individu. Si le poil trouvé dans la voiture de Sloan correspond à son ADN, l'affaire du tueur d'enfants du comté de Oakland pourrait enfin être résolue. Mais ce n'est pas le cas. Le poil n'appartient pas à Sloan, qui est maintenant âgé de 70 ans. Il appartient à quelqu'un qui était un passager dans sa voiture. Le groupe d'intervention garde cette information pour lui. Sloan connaît peut-être l'identité de ce passager. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement à vie pour le viol du fils de 11 ans d'un collègue. Ils l'ont interrogé pendant 3 heures, mais ils n'ont rien obtenu. On l'a de nouveau soumis au test du polygraphe et cette fois-ci, il l'a carrément échoué. Il a échoué au test du polygraphe qui portait sur Timothy King. Ensuite, on l'a interrogé pour savoir où il était lorsque les meurtres sont survenus. On croyait qu'il passerait aux aveux, mais il ne l'a pas fait. Il n'a rien avoué. Qui est donc le mystérieux passager qui est monté à bord de la bonne ville de Sloan à la fin des années 70? Après plusieurs mois, l'enquête sur Sloan demeure infructueuse. La procureure du comté de Oakland, Jessica Cooper, se tourne vers le public pour demander de l'aide. We want to bring to the public's attention the significant breakthrough in this case and ask for their help in identifying anyone known to be associated with this car. Tout d'un coup, en juillet 2012, Jessica Cooper a convoqué une conférence de presse avec beaucoup d'éclat. Et elle a annoncé la découverte d'une preuve importante, prélevée dans la Pontiac Bonneville, appartenant à Arch Sloan. Sloan is not the donor of the hairs found in the Bonneville or the hairs found on the bodies of Mark Stebbins and Timothy King. La diffusion de cette information met le groupe d'intervention en furie. Il perd complètement l'emprise qu'il avait sur Sloan. À ce moment-là, tout a été fichu en l'air. Corey Williams et les autres enquêteurs sont sortis de leur gond. Maintenant, Arch Sloan savait qu'il n'avait pas besoin de parler parce que ce n'était pas son poil. Plusieurs pensent qu'elle a fait cette sortie à des fins politiques. Elle briguait un nouveau mandat, alors elle voulait montrer qu'elle travaillait activement sur cette affaire. A hotline has been set up. If anyone has information, they are encouraged to call 1. Après ce que la procureure du comté de Oakland avait dit aux médias et au public sur Arch Sloan et sur les poils, je ne pouvais plus rien faire avec cette piste. Jessica Cooper a refusé toutes nos demandes d'entrevue. Pendant les 3 ou 4 années suivantes, Corey Williams a enquêté sur toutes les personnes qui étaient entrées en contact avec Arch Sloan d'une façon ou d'une autre. Sloan s'est vu offrir l'immunité s'il donnait une information qui pouvait mener à la résolution de ces meurtres d'enfants. On lui a dit qu'on le transférait dans une prison fédérale pour cause de fraude par chèque. Une infraction qui n'a rien à voir avec un homicide. Mais il a refusé notre offre. Je crois qu'il refuse de parler parce qu'il ne peut pas dévoiler la source de ce poil sans s'impliquer lui-même. Et il préfère mourir en prison qu'être reconnu comme un tueur. Pendant son entrevue, Robertson révèle une information au sujet de Sloan qui n'a jamais été rendue publique. Jusqu'à maintenant. On lui a dit qu'on détenait une preuve génétique contre lui, qui venait de sa voiture. Il a répondu que la voiture ne lui appartenait pas à l'époque. Il l'avait vendue au fils d'un lieutenant de la police d'État. C'est une révélation surprenante. Et ça ne s'arrête pas là. Des traces d'ADN ont été trouvées sur le blouson de Christine Mielek. Un lien maternel a été établi avec la famille de ce fils de lieutenant. Si cette affirmation est vraie, l'ADN extrait de la salive trouvée sur le blouson de Christine Mielek relie indirectement son meurtre à une personne qui était dans la voiture de Arch Sloan. On a montré la déclaration de Robertson à Cathy Broad. Au fils du lieutenant de la police d'État. Mais c'était un lien maternel.
Il correspondait à toute la lignée maternelle de cette famille. On a prélevé de l'ADN de chaque membre de la famille, mais on n'a obtenu aucune correspondance parfaite, alors. Eh bien, je ne me souviens pas exactement de la façon dont ça s'est passé. C'est absolument scandaleux. C'est la première fois qu'on en entend parler, maintenant qu'il est retraité. Et il lance ça comme ça pendant une entrevue? Est-ce qu'il a enquêté sur cet homme? Serait-il relié à ces pédophiles? Allez, je veux savoir, comment s'appelle cet homme? Et qui est le lieutenant en question? Il ne s'en souvient pas. Le père de ce gars-là était à la tête du groupe d'intervention. La chef actuelle du groupe d'intervention, Denise Powell, et l'enquêteur Corey Williams affirment que l'information de Robertson n'est pas tout à fait correcte. La Pontiac Bonneville a déjà appartenu au fils d'un agent de la police d'État du Michigan. Mais selon l'enquêteur Williams, aucune donnée génétique utile n'a été prélevée sur le blouson de Christine Mihalich. Et aucune preuve ne relie le fils d'un agent de la police d'État, ni quiconque de sa famille au crime commis. Avec des informations contradictoires et des années de silence, difficile de savoir où se trouve la vérité. Ça donne certainement du poids à l'idée selon laquelle la police d'État a peut-être dissimulé des faits. Une partie de moi pense qu'il est arrivé quelque chose au cours de cette enquête. Une erreur monumentale. Et qu'une personne associée à l'enquête était protégée. The advice we're getting from police and criminal experts is don't trust anybody. The killer could be a cop, a teacher, man, woman, a priest, a preacher, maybe a reporter. Mais ça nous place dans le camp des adeptes de la théorie du complot. Et ça me rend très mal à l'aise. Depuis la conférence de presse de la procureure du comté de Oakland, Jessica Cooper, en 2012, l'enquête stagne. Why do you think people perceive there's all this secrecy around the case today? C'est de l'ordre de la légende urbaine, toutes ces histoires de dissimulation et de conspiration. But you can understand why people would over a number of years go, gee, it's been a long time. Why can't you guys solve the case? Je comprends, mais c'est une enquête très complexe. On a examiné plusieurs hypothèses différentes, mais comme l'enquête est encore en cours, je ne peux pas en parler. Really long open investigation. Oui, depuis 42 ans. La position commune est « L'enquête est toujours en cours, on ne peut pas la commenter ». Ils disent que l'enquête est encore en cours parce que ça leur permet de ne pas en parler. Les théories ne manquent pas pour combler le vide. Nous avons retrouvé un homme qui affirme avoir assisté à l'enlèvement de Christine Mihalich. Je suis un témoin dans cette affaire. J'ai vu Christine quitter le dépanneur en compagnie d'un policier. Voilà ce qui s'est passé. Elle a quitté le dépanneur et n'a plus été revue. Maintenant, elle est morte. En utilisant le faux nom Sebastian, il raconte son histoire pour la première fois devant les caméras. J'avais 9 ans. J'avais reçu un nouveau vélo pour Noël. Alors j'ai roulé jusqu'au dépanneur. Une jeune fille est sortie du magasin. Elle tenait un sac brun qui contenait une revue. Elle est passée devant moi et elle est montée dans une voiture du côté passager. J'ai ensuite vu un homme sortir du dépanneur. Il m'a jeté un regard sévère. C'était un policier. Il ne conduisait pas une voiture de police, mais il portait un uniforme de policier. Il est monté dans la voiture avec Christine et il est parti en direction sud sur Oakshire Road. Ce n'est seulement que 2 jours plus tard, quand la nouvelle de la disparition de Christine a commencé à circuler, que j'ai compris ce que j'avais vu. The number to call if you think you can help is Lincoln 13650. J'ai appelé le service de signalement. La femme qui m'a répondu m'a réprimandé. J'essayais de lui dire que c'était un policier, mais elle ne voulait rien entendre. Sebastian affirme qu'il n'a rien dit pendant quelques mois avant de se confier à un enseignant
qui a cru qu'il avait inventé une histoire. Puis, le 22 mars, Tim King, la 4e victime, a été retrouvé mort. Près de 3 mois après son appel au service de signalement, les policiers ont rendu visite à Sebastian à l'école. Les enquêteurs m'ont harcelé pendant 45 minutes. Ils m'ont collé la tête contre un pupitre et ils m'ont dit « Tu ne l'as pas vu, c'est impossible ». Ils m'ont dit que ma mère serait incarcérée et que mes frères seraient séparés et envoyés dans des orphelinats. Ils ont dit « Si j'étais toi, je rentrerais chez moi et j'oublierais ce que j'ai vu ». Trusted individual. It could be a public official, could even be police people. The children are going along and for some reason they're not resisting. À de nombreuses reprises, des policiers ont semblé avoir joué un rôle dans cette affaire. Les rumeurs évoquent souvent qu'un policier ait été impliqué dans ces crimes. C'est surtout dû à la façon dont ils ont contrôlé l'information. Si vous cherchez des complots concernant cette affaire, vous en trouverez beaucoup. L'enquêteur Williams dit que l'histoire de Sebastian présente plusieurs failles. Tout d'abord, le commis du dépanneur n'a jamais mentionné qu'un policier en uniforme était dans le magasin en même temps que Christine. Et un témoin qui connaissait Christine l'a vu marcher vers chez elle après son passage au dépanneur. Je sais ce que j'ai vu. Je sais que j'ai raison. Plusieurs personnes sont au courant aussi, mais elles ferment les yeux. Des faits ont été cachés depuis le début. Le témoignage de Sebastian est l'une des nombreuses histoires non corroborées qui ont fait surface au fil des années. Dès le début de l'enquête, les gens ont formulé des suppositions. Autant le public que les enquêteurs qui essayaient de comprendre ce qui s'était passé. Certains ont relié les crimes à des cérémonies wiccanes, aux satanistes, et ainsi de suite. Pendant un certain temps, le tueur en série John Wayne Gacy a été considéré comme un suspect. Quelqu'un a affirmé qu'il se trouvait au Michigan lorsque les meurtres ont été commis. Mais cette théorie a été écartée. Même le nom du Unabomber Theodore Kaczynski a été évoqué. On lisait toutes sortes de rumeurs. On ne pouvait pas distinguer le vrai du faux car les enquêteurs ne nous disaient rien. À mon avis, soit ils tenaient le meurtrier et l'ont laissé partir, soit le coupable était une personne en position d'autorité et il ne pouvait pas l'arrêter car il ne pouvait pas s'aventurer sur cette voie. J'ai l'impression que les enquêteurs ne veulent pas élucider cette affaire, que ce soit ceux d'il y a 40 ans ou ceux d'aujourd'hui. Pourquoi? Je n'ai aucune objection à ce que des gens fassent leur détective privé. C'est juste que de notre côté, on doit utiliser des preuves. On ne peut pas se baser sur des théories. Je ne peux même pas m'imaginer que quelqu'un puisse penser que des policiers choisiraient de dissimuler une erreur plutôt que d'élucider le meurtre de 4 enfants. Mais des erreurs ont bel et bien été commises. Channel 7's Vince Wade has been following the case closely ever since it was revealed, and he has this live report now. Well, John, this computer printout sheet represents just a portion of the blue gremlins the police have been checking out in the Timmy King case. L'une des pistes qui a retenu le plus l'attention est celle de la gremlin bleue. La gremlin a été mentionnée pour la première fois lors de l'enlèvement de Tim King. Une femme a affirmé qu'en sortant de la pharmacie, elle a vu un homme parler à un garçon qui ressemblait à Tim. Il se tenait à côté d'une gremlin. Officers on the road are keeping a sharp lookout for the blue gremlin wanted in connection with the killing. Tout le monde cherchait une gremlin. J'ai ce souvenir bien ancré dans ma mémoire, comme tous les gens qui ont vécu ces événements. On a arrêté tellement de gremlins bleus, au point où un même homme a été arrêté 23 fois. Cold Flash croit qu'il cherchait la mauvaise voiture. Selon lui, des indices ont été laissés dans la neige à l'endroit où la 3e victime a été retrouvée. Lorsqu'on a retrouvé le corps de Christine Mihelich, il n'y avait eu aucun témoin sur cette route. Mais j'ai remarqué des traces dans les bancs de neige. C'était le seul indice qu'on avait. On peut analyser de telles traces de la même manière que des traces de pas. Le coin avant de la voiture avait formé un creux en forme de balle dans le banc de neige. Le conducteur a ensuite reculé et a foncé dans l'autre banc de neige en laissant cette trace. Il a complété sa rotation. Le corps était ici. La trace en question ne correspond pas au pare-choc d'une gremlin, mais bien celui d'une Pontiac Tempest datant du milieu des années 60. Voici un dessin que j'ai fait des traces laissées dans la neige. On voit ici le pot d'échappement.
C'est un gros tuyau arrière de 2 pouces de diamètre. Sur la Gremlin, il est placé ici et il fait 3/4 de pouce. Un témoin qui est passé devant l'endroit où la deuxième victime, Jill Robinson, a été retrouvée, a dit avoir vu une Le Mans. Il a pu identifier le modèle de cette voiture car il en avait déjà eu une. La Tempest et la Le Mans sont très semblables. En réalité, il est peu probable qu'une Gremlin ait eu un rôle dans l'affaire. Le frère de Tim King prétend que la piste de la Gremlin bleue n'était pas fondée. Plus tard en soirée, lorsque tout le monde était à la recherche de Timothy King, Chris King a vu la Gremlin bleue. Elle était garée ici. À 23 heures, elle était encore là. Et elle n'avait pas bougé parce qu'il y avait encore du givre dans le pare-brise, là où le soleil n'avait pas frappé. Les premiers reportages disaient que l'homme avait été vu au volant de la Gremlin. Dès le départ, les informations étaient fausses. Ils ont tellement mis l'accent sur la Gremlin que ça a nui à la couverture des autres hypothèses. On recherchait une voiture en particulier, mais à mon avis, c'était la mauvaise voiture. Peu importe le modèle de voiture que les premiers enquêteurs recherchaient. Selon l'actuel chef du groupe d'intervention, une voiture ne permettra pas d'identifier un tueur aujourd'hui. Il y a des preuves, des rapports et des témoignages associés à différentes voitures. Mais rien ne prouve que tel corps a été transporté dans telle voiture. La plupart du temps, la voiture que conduit une personne ne représente pas une très bonne piste pour nous. Les gens confondent fréquemment les voitures. Ils se trompent de couleur, de modèle, de marque. La Gremlin a possiblement brouillé les pistes de façon importante. What have been the major obstacles? Well, I think the real basic thing is lack of clues to work with. Un manque d'indices, un manque d'expérience ou simplement un manque d'outils. Ils n'avaient simplement pas assez de preuves. L'ADN n'était que des lettres de l'alphabet à l'époque. Les empreintes digitales, les échantillons de fibres. On n'avait pas les mêmes moyens scientifiques qu'aujourd'hui pour trouver les suspects. At times, the detective force numbered 200, representing 50 police agencies in 2 counties. Dans certaines de ces petites villes, il y avait moins d'un homicide par année. Le manque d'expérience a joué un grand rôle. On a commis des erreurs. Elles sont donc inévitables. Mais prenons les informations dont on dispose pour essayer de trouver de nouvelles pistes. Je crois que c'était de bons policiers. Ils étaient intelligents, mais ils n'avaient pas toutes les informations, ou ils se sont laissés influencer par leurs supérieurs. Ou encore, ils savaient exactement ce qui se passait, mais ils n'avaient pas le choix de prendre un pas de recul et de laisser les structures du pouvoir décider. En 2012, la procureure du comté de Oakland a écarté Christopher Bush comme suspect. Était-ce une autre erreur? J'ai mené une très longue entrevue avec Jessica Cooper. Point par point, elle y discréditait la piste de Bush. Elle a dit que l'enquête de Corey sur Bush tirait des conclusions sans preuve, en se basant sur plusieurs théories. À son avis, si elle présentait ses arguments en cours, elle ne pourrait rien prouver. Quiconque prétend que la piste de Bush et Green n'était pas une bonne piste à l'époque est cinglé, ou il ne devrait pas être policier, ou alors il a quelque chose à cacher. Ils ne peuvent pas être éliminés. Ce n'est pas parce qu'un poil trouvé dans la voiture de Sloan ne leur appartient pas qu'ils n'étaient pas impliqués dans l'affaire. Ils pourraient être coupables de plusieurs façons. En 1977, Gregory Green a passé avec succès un test du polygraphe au sujet du meurtre de Mark Stebbins. Green est mort en prison en 1995, mais son compagnon de cellule a dit aux enquêteurs qu'il lui avait fait une confession avant de mourir. Ils n'étaient pas que des compagnons de cellule, ils étaient amants. Cet homme nous a raconté en pleurant que Green lui avait parlé des enfants qu'il avait agressés et de son implication dans le meurtre de 4 enfants et qu'il s'en était tiré. Absolument. Après 4 décennies, 5 hommes sont encore considérés comme de potentiels auteurs ou complices des meurtres. Art Sloan, Christopher Bush, Gregory Green, Ted Lamborghini et Vince Gunnels. 4 de ces 5 hommes sont des pédophiles condamnés. Plusieurs de ces intervenants sont reliés par leurs caractéristiques communes, on ne peut plus troublantes, de pédophiles. Il y avait de toute évidence un réseau de pédophiles qui menait ses activités dans le Cass Corridor.
Le criminologue et ancien policier Michael Arnfield dirige la Société des dossiers non résolus à l'Université Western. Il travaille également avec le Murder Accountability Project à Washington. Notre travail consiste à utiliser des technologies émergentes et de nouvelles méthodologies d'enquête, bref, des techniques de pointe, pour faire la lumière sur des enquêtes qui n'ont rien donné, des affaires non résolues, généralement des affaires de tueurs en série. Son étude de cas parue en 2012 se concentrait sur les meurtres d'enfants du comté de Oakland. Cette affaire méritait un traitement équitable. Notre participation pouvait contribuer à attirer de nouveau l'attention du public sur ce dossier. D'importantes preuves nous laissent croire, en partie en raison de la longue durée de captivité des enfants, qu'on a affaire à 2 coupables ou plus. Toute l'information que j'ai lue me ramenait continuellement à Christopher Bush comme suspect principal. Cela dit, il y a toutes ces autres pistes qui circulent. On a un poil trouvé dans un véhicule appartenant à Art Sloan qui concorde avec des poils trouvés sur Timothy King et Mark Stebbins. Ce ne sont pas les poils de Art Sloan, mais ceux de quelqu'un d'autre. On a également trouvé un cheveu sur le corps de Christine Mihelich, qui a été relié à Vince Gunnels. À mon avis, étant donné le nombre de personnes affiliées soit à Christopher Bush ou à Sloan, une foule de suspects potentiels était actifs à tout moment. Oui. Ce que j'en déduis, c'est qu'il s'agit encore d'une affaire qui s'inscrit parfaitement dans l'époque des groupes de tueurs des années 70. Depuis 1850, les groupes de tueurs ont été responsables d'environ 15% des meurtres en série aux États-Unis. Ce sont des personnes très opportunistes. À mes yeux, c'est le scénario le plus plausible dans cette affaire, si je me fie aux centaines de cas similaires que j'ai vus qui impliquaient des groupes de tueurs. S'il s'agit de meurtres perpétrés en groupe, qui a joué quel rôle? Et les preuves concordent-elles? Je crois que la même personne a tué les 4 enfants, mais que les victimes ont subi un tas de choses durant leur captivité, dont plusieurs personnes sont complices. The more than 100 detectives working on the case now feel that 3 other murders of children in Oakland County are connected to the same sick individual. They feel that we're looking for one man for those 4 particular murders. Si la même personne a tué ces 4 victimes, on n'a aucune raison de penser qu'elle a pu prendre tout ce temps pour commettre ces crimes, surtout si elle avait un emploi sans avoir quelqu'un pour l'aider. Toute cette opération a dû l'occuper 24 heures sur 24. C'est plutôt dur à réaliser pour une seule personne. À ce stade-ci, il est assez évident que plusieurs personnes étaient impliquées dans ces meurtres. 2 d'entre elles étant Christopher Bush et Gregory Green. Bush et Green ont déjà été reliés à cette affaire. Il reste à savoir si Gunnels a pu servir d'appât pour attirer les victimes. Vince Gunnels se tenait avec Bush et Green. Cela peut-il expliquer pourquoi un de ses cheveux s'est retrouvé sur la blouse de Christine Mihelich? Lorsque les enquêteurs ont demandé à Vince Gunnels pourquoi son cheveu se trouvait sur l'un des corps, il a répondu « Je suis souvent monté dans la voiture de Christopher Bush ». Gunnels n'était pas le seul jeune à se promener en voiture avec Bush et Green. Une de leurs victimes a collaboré avec nous. Il nous a dit qu'il lui demandait d'interpeller les enfants à travers la fenêtre du côté passager. Il avait 12 ou 13 ans à l'époque. Il attirait les enfants vers la voiture pour que Bush ou Green puissent mieux les regarder et décider s'il leur plaisait ou non. Chaque membre de ce groupe semblait avoir son rôle à jouer, incluant Arch Sloan, qui ne faisait peut-être que prêter son véhicule aux personnes qui commettaient les enlèvements. Art Sloan, un pédophile condamné et le premier suspect du premier meurtre, était conducteur de dépanneuse et mécanicien. Un poil mystérieux trouvé dans sa voiture concorde avec des poils trouvés sur la première et la dernière victime. Après leur enlèvement, les enfants ont été détenus entre 4 et 19 jours. Les victimes ont subi un tas de choses durant leur captivité. À ce stade-ci, il est assez évident que plusieurs personnes étaient impliquées dans ces meurtres. Le défi est d'obtenir l'aveu d'un coupable. Le mystère plane à savoir pourquoi 2 garçons et 2 filles ont été enlevés. Les garçons ont été agressés sexuellement, mais pas les filles. Ce à quoi on a affaire ici, ce sont des gens qui sont tellement excités à l'idée de terroriser, de faire souffrir et d'humilier des enfants que ça importe peu si c'est un garçon ou une fille.
Ça va paraître terrifiant, mais tout ce dont ils ont besoin, c'est un corps chaud de la bonne taille et de la bonne forme qu'ils peuvent contrôler et faire souffrir. À l'époque, plusieurs réseaux de pédophiles menaient leurs activités à Détroit et ailleurs au Michigan. Ces hommes étaient reconnus pour s'échanger des enfants. Ils partageaient leurs jeunes garçons avec tout un groupe. J'ai appris toute l'envergure que ces réseaux de pédophiles avaient dans différentes communautés. J'ai appris comment ils fonctionnaient et à quel point ils étaient organisés, et comment une hiérarchie s'était établie parmi ces pédophiles. Par exemple, un pédophile était plus haut placé parce qu'il en savait plus sur les opérations. Il organisait des réunions et des fêtes. Ce sont des témoins qui nous ont raconté tout ça. L'un des pédophiles bien connus du Cass Corridor est Ted Lamborghini, un ancien travailleur de l'automobile reconnu coupable d'agressions sexuelles sur des enfants. Lui qui a déjà été un suspect des meurtres a organisé des fêtes secrètes à Détroit avec un agresseur, Richard Lawson, et un producteur de pornographie juvénile, Bob Moore. Lawson m'a raconté que Lamborghini et lui étaient chez Bob Moore. Bob Moore avait un album photo qui contenait des photographies d'enfants. Lamborghini a dit à Lawson en ricanant « Il ne ressemble pas au jeune King ?» Il y avait de toute évidence un réseau de pédophiles qui menait ses activités dans le Cass Corridor. Ted Lamborghini en faisait partie. Et au nord, sur North Fox Island, il y avait Frank Sheldon et Gerald Richards, d'autres pédophiles qui produisaient de la pornographie juvénile. Et quelque part ici, il y avait Christopher Bush et Gregory Green. Ce qu'ils ont fait à North Fox Island est encore plus atroce que ce qu'ils ont fait ici à ces 4 enfants. Des actes de pédophilie graves ont été commis par des personnes importantes. Je ne vois pas pourquoi on devrait les exclure du cas de Timmy. Quelqu'un qui faisait partie de ce réseau pourrait très bien en savoir plus qu'il ne le laisse croire. Je me demande si une occasion de faire parler des gens n'a pas été ratée lorsque le réseau de North Fox Island a été démantelé. Seules des preuves matérielles peuvent prouver si la théorie des meurtres perpétrés en groupe est exacte. Le propriétaire de l'unique poêle trouvé dans la voiture de Art Sloan au tout début de l'enquête pourrait éclaircir le mystère qui persiste depuis trop longtemps et révéler le secret qu'il cache depuis des années. Il n'était pas un simple passager dans cette voiture. Un de ses poils a été trouvé dans la région pubienne de Timothy King, ce qui veut dire que Timothy était nu et que cet homme a été en contact avec lui à ce moment-là. Était-il un autre membre du réseau de pédophiles? Ou était-il le policier qui, selon Sebastian, est parti avec Christine Mihalik? Un policier pédophile lié aux autres suspects? Ça m'a toujours trotté dans la tête. Un policier pervers a été entraîné dans ce réseau de pédophiles qui était partout à cette époque-là. Un membre des forces de l'ordre était coupable, puis les forces de l'ordre l'ont découvert. Et elles ont décidé de le cacher. Si un membre des forces de l'ordre a commis les crimes, pourquoi les suspects en prison ont-ils gardé le silence? Ted Lamborghini s'est vu offrir une négociation de peine simplement pour subir un test du polygraphe au sujet des meurtres d'enfants du comté de Oakland. Il a choisi de purger la totalité de sa peine. Il aimait mieux rester en prison que de se soumettre au polygraphe relativement à ses crimes. Les questions lui faisaient peur, au point où il préférait croupir en prison. Sloan décide aussi de se taire au lieu de conclure un accord avec la police. De qui ont-ils peur? De l'homme mystérieux dont un poil a été trouvé dans la voiture de Art Sloan? Peu importe qui est cet inconnu, c'est probablement quelqu'un qui s'en est pris à Bush. Une explication possible est que Bush était sur le point de faire face à d'autres accusations d'agression sexuelle. Il envisageait peut-être de négocier un arrangement avec les policiers. Son meurtre déguisé en suicide a peut-être été commis par ce suspect inconnu afin de garder son implication secrète et de faire taire Bush à tout jamais. On ne le sait pas, mais cette personne court toujours. C'est le seul nom que personne n'a encore mentionné. Aucun des 5 principaux suspects n'a été accusé des meurtres. Ted Lamborghini, Vince Gunnels et Art Sloan sont toujours vivants et maintiennent qu'ils n'étaient pas impliqués. Arnfeld soutient sa théorie selon laquelle Christopher Bush a joué un rôle important dans ces crimes.
La meilleure analogie que j'ai trouvée est que Bush et Green, avec un ou deux autres hommes, incluant peut-être Gunnels, Lamborghini et Sloan, qui a prêté sa voiture, toutes ces personnes sont les rayons d'une roue, sauf Christopher Bush qui est le moyeu qui rattache tous ces rayons. Il est le dénominateur commun. Et il est mort dans des circonstances extrêmement suspectes. Sa famille avait plus qu'assez d'argent pour préparer une solide défense. Et oui, être riche aide beaucoup lorsqu'on est soupçonné d'avoir commis un crime. Christopher Bush n'est peut-être pas le meurtrier, mais si ce n'est pas lui, il y a de fortes probabilités qu'il ait ramassé les enfants et les ait livrés au réseau de pédophiles. Lorsqu'on a parlé aux médias et que certaines informations ont été révélées, Tim Nummer est venu frapper à ma porte en se présentant comme un ancien coéquipier de Timmy lorsqu'il jouait au hockey. Il s'est assis dans mon salon et m'a raconté qu'au début des années 90, il travaillait dans un magasin de vêtements pour hommes. Plusieurs de ses clients étaient policiers. Un soir, il a demandé à l'un d'eux où en était le dossier de Tim. Le policier était presque rendu à la porte lorsqu'il a fait demi-tour et a dit « Ne vous en faites pas, il est résolu. Le meurtrier était le fils d'un cadre important chez General Motors. » Je n'ai pas besoin qu'un procureur me dise que Christopher Bush est coupable d'avoir joué un rôle quelconque dans les meurtres d'enfants du comté de Oakland. Je sais qu'il est coupable. S'ils étaient jugés aujourd'hui, Christopher Bush et Gregory Green seraient mis en prison pour ces meurtres. Il y a suffisamment de preuves contre Christopher Bush et Gregory Green pour qu'au moins ces deux-là purgent une peine pour ces crimes. Mais il existe d'autres coupables. Et pour trouver ces coupables, il faudra sans doute identifier le propriétaire d'un poêle laissé dans la voiture du tout premier suspect. Si on découvre à qui appartient ce poêle, on tiendra le coupable. Non. Je crois que le suspect est soit incarcéré ou mort. The information is out there and we're trying to coax somebody to come forward. We've got to catch that man because it's only a matter of time before he does it again. Je commence à être découragé, 41 ans plus tard. Je sais que les parents n'ont pas perdu espoir. Mais après 40, 50 ou 60 ans, on finit par se résigner. Non, je ne pense pas qu'ils veulent qu'elle soit résolue. Elle serait déjà résolue aujourd'hui. Je déteste dire ça parce que j'aimerais voir Barry King et les autres familles obtenir justice. We love you, Tim. God bless you. Stay tough. Say your prayers and we're with you, buddy. Still listen? Il va toujours me manquer. Mais je ne peux rien y faire. Lorsque je serai mort et que je serai au paradis, j'aurai ma réponse. C'est peut-être le seul moyen de le savoir. Il existe peut-être un autre moyen. En 2018, une combinaison d'analyse d'ADN et de généalogie a permis à des policiers de la Californie d'identifier un homme soupçonné d'être un tueur en série qui leur a échappé pendant 40 ans. Le tueur du Golden State. We found the needle in the haystack. Il s'agit de l'ex-policier Joseph James DeAngelo, aussi surnommé le Night Stalker. DeAngelo est soupçonné d'être l'auteur de 13 meurtres, 50 viols et plus de 100 cambriolages. Il attend présentement son procès. Les policiers ont identifié DeAngelo en reliant des échantillons d'ADN prélevés sur les lieux des crimes à des données génétiques provenant d'un parent éloigné qui ont été soumises à une base de données génétiques ouverte. Créé dans le but d'aider les gens à retrouver des membres de leur famille ou des ancêtres, le site web a plutôt dirigé les policiers vers les familles possiblement liées au tueur. Ils ont soumis l'ADN du tueur sous un faux profil. Puis, ils ont obtenu des concordances. Ça disait « Hé, voici des membres de votre famille ». Ils ont obtenu des noms et ça leur a donné une piste pour commencer leur enquête. Ils ont reconstitué l'arbre généalogique et ils ont observé que leur suspect avait été policier dans la région où les crimes avaient été commis. Il ne manquait plus qu'à analyser son ADN et il concordait. Est-ce que la même stratégie pourrait être employée pour identifier l'homme mystère en utilisant les poils trouvés sur les deux garçons et dans la voiture de Art Sloan? C'est possible.
Mais pour l'instant, le groupe d'intervention ne détient que de l'ADN mitochondrial et non de l'ADN nucléaire. Cela signifie que les recherches généalogiques révéleraient les ancêtres maternels associés au poil, créant ainsi un énorme bassin de candidats potentiels. L'ADN mitochondrial risque de générer trop de possibilités. On pourrait obtenir des dizaines de milliers de parents éloignés potentiels. Il serait impossible de redescendre jusqu'au suspect. Jusqu'ici, aucune concordance parfaite avec les poils n'a été établie. Mais comme dans l'affaire du Golden State Killer, des années de travail pourraient être nécessaires pour identifier le suspect. Sans aveu, c'est notre meilleur espoir, à moins qu'un échantillon d'ADN nucléaire soit retrouvé. Ils devraient réanalyser tous les échantillons d'autopsie pour voir s'ils contiennent de l'ADN nucléaire. Cette initiative a peut-être déjà été prise. Okay. Mark, Corey, Williams, nice to meet you. I've heard so much about you. Tout ce que je peux dire sur ce dossier, c'est que je suis actuellement en contact avec le laboratoire du FBI et celui de la police d'État. On en parle ensemble. Je ne peux rien dire de plus. Okay, see you, Corey. Ça serait fantastique de pouvoir aller voir les familles et leur dire « Voici ce qui est arrivé à vos enfants ». Ça représenterait beaucoup pour moi. Nos seuls espoirs sont que ça débouche du côté des preuves génétiques. C'est possible. Aucune personne se manifeste, parce que quelqu'un sait forcément quelque chose. Voilà pourquoi je participe à cette émission. J'ai abandonné. Mais quelqu'un sait des choses. Et il doit parler. On dit des familles des victimes de crimes non résolus que savoir leur brise le cœur. Mais ne pas savoir les prive de la quiétude. C'est le genre de choses qu'on n'oublie jamais. Je pense inévitablement à elle tous les matins, tous les soirs. Tellement de gens m'ont dit, si l'affaire est élucidée, ça te permettra de tourner la page. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ma fille a été kidnappée et tuée. Comment on peut tourner la page? C'est impossible. Il ne se passe pas une journée où je ne me couche pas en pensant « Seigneur, pourquoi vous ne m'avez pas prise à la place? Pourquoi être venu chercher une jeune fille innocente de 11 ans? » On y pense même à la maison. C'est une affaire qui nous hante. On ne peut pas s'en défaire. Je me fiche de savoir qui va l'élucider. Je veux juste qu'il y ait un dénouement. On doit continuer de se battre pour que ça bouge. Mais si on ne voit pas une belle boucle bouclée immédiatement, je ne crois pas que ce soit nécessairement important. Si je faisais partie de la famille d'une des victimes, je crois que je pourrais avoir l'esprit tranquille en me disant que dans les prochaines années, la boucle sera enfin bouclée. J'aimerais lancer un appel à vos téléspectateurs. Même si un tout petit détail que vous avez entendu vous a sonné une cloche, n'hésitez pas à nous téléphoner. Aucune information n'est considérée comme insignifiante. On veut l'entendre. Je l'espère aussi. Pour moi, oui, j'ai 87 ans. Et je n'ai pas les idées aussi claires qu'avant. Mais j'aimerais savoir qui est le coupable. Et si quelqu'un a protégé cette personne, j'aimerais qu'il soit puni.